Bonjour à tous, ici votre conseiller santé chez Vitalis. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une situation que franchement beaucoup d'entre nous redoutent. Vous savez, cette douleur fulgurante, celle qui irradie tout le long de la jambe sans prévenir. Face à ça, la question se pose toujours, est-ce qu'on doit rester complètement cloué au lit ou au contraire s'efforcer de bouger ? Pour y répondre, pas de fausses promesses ni de mythes ici. On va s'appuyer uniquement sur les données médicales les plus rigoureuses, notamment celles de l'Organisation mondiale de la santé et du NHS britannique. D'ailleurs, si comprendre le fonctionnement de votre corps de manière claire et objective vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en passant pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Alors, bouger ou se reposer ? Face à une douleur aiguë qui vous traverse la jambe comme une décharge, le réflexe le plus naturel, presque instinctif pour nous tous, c'est de s'arrêter complètement. Et c'est tout à fait compréhensible. Quand absolument chaque mouvement semble déclencher un inconfort majeur, l'idée même de rester actif paraît, disons-le, totalement contre-intuitif. Pendant des décennies, d'ailleurs, le corps médical lui-même disait souvent « allongez-vous, ne faites rien et attendez que ça passe ». Mais voilà, avec l'accumulation des études cliniques, cette approche a été complètement revue. Aujourd'hui, le vrai mystère qu'on va éclaircir, ce n'est plus seulement de chercher ce qui est le plus confortable à la seconde même, mais de comprendre ce qui favorise réellement la récupération sur le moyen terme et surtout ce qui évite d'ajouter des complications inutiles. Chez Vitalis, notre mission est simple et on y tient. On veut vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, toujours avec calme, précision et bienveillance. La douleur, surtout quand elle touche un trajet nerveux, c'est très souvent une énorme source d'anxiété. On a tendance à imaginer le pire. En prenant le temps de décortiquer les mécanismes qui sont reconnus par les grandes institutions de santé, l'objectif est de vous donner des repères vraiment fiables. On ne va certainement pas vous promettre de solutions miracles ou de guérison express, car chaque corps réagit différemment face à ces situations. Mais on va vous présenter des leviers d'action concrets pour mieux vivre ces périodes, en évitant les simplifications un peu trop faciles qu'on voit souvent circuler. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Il est absolument crucial de faire d'abord la distinction entre une lombalgie générale et une véritable sciatique, parce que concrètement, leurs mécanismes diffèrent profondément. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la lombalgie décrit une douleur située dans le bas du dos. Et dans la très grande majorité des cas, autour de 90%, cette douleur est dite non spécifique. Ça veut dire que les professionnels ne peuvent pas identifier de cause structurelle précise, comme une lésion claire. En revanche, la sciatique, qu'on appelle aussi dans le jargon une douleur radiculaire, implique un mécanisme tout autre. Là, on parle de l'irritation ou de la compression d'une racine nerveuse au niveau de la colonne vertébrale. C'est cette irritation qui va envoyer des signaux de douleur, irradiant tout le long du trajet de ce nerf spécifique. Partie 1, cause et évolution de l'inconfort. Prenons un instant pour bien comprendre l'anatomie derrière tout ça. Pour bien visualiser ce qui se passe, imaginez le nerf sciatique comme le plus long câble électrique de votre corps. C'est assez fascinant. Il prend racine tout en bas de votre dos, traverse la fesse et descend tout le long de l'arrière de la jambe jusqu'au bout de vos pieds. Une sciatique se manifeste quand ce grand nerf subit une irritation ou se retrouve comprimé quelque part sur son trajet. D'après les observations du système de santé britannique, le NHS, cela ne provoque pas juste un mal de dos, mais des symptômes très particuliers. On parle d'une douleur vive, parfois ressentie comme une brûlure, de picotements qui rappellent une armée de fourmis, d'un engourdissement ou même d'une sensation de faiblesse musculaire dans la jambe concernée. Et le truc, c'est que ça peut survenir de manière très brusque après un simple faux mouvement ou bien s'installer beaucoup plus sournoisement au fil des semaines. Comme il y a énormément de causes possibles qui peuvent venir titiller ce nerf, il est en réalité extrêmement difficile, voire impossible, de s'auto-diagnostiquer avec précision. Les données médicales listent plusieurs origines fréquentes. La plus courante, c'est la fameuse hernie discale. Imaginez un petit coussinet situé entre vos vertèbres qui fait légèrement saillie et vient toucher la racine du nerf. Mais ce n'est pas tout. On retrouve aussi ce qu'on appelle la sténose spinale, c'est-à-dire un rétrécissement naturel de l'espace où transitent les nerfs. Il y a aussi le spondylolisthésis, un terme un peu barbare pour décrire une vertèbre qui glisse légèrement par rapport à celle du dessous. Et parfois, de simples blessures directes au dos suffisent à déclencher toute cette cascade d'inconfort. Tout ça pour dire que la véritable cause varie considérablement d'une personne à l'autre. Alors comment ça évolue tout ça ? Eh bien, il est important d'avoir des attentes vraiment réalistes basées sur des faits. Le NHS nous indique que, heureusement, la situation s'améliore souvent de façon naturelle en l'espace de quelques semaines à quelques mois. Mais attention, on préfère être transparent, cette évolution est très variable. Les symptômes peuvent durer bien plus longtemps chez certaines personnes et on ne comprend pas toujours exactement pourquoi. De plus, même quand la douleur finit par s'atténuer ou disparaître, le risque de récidive plus tard existe bel et bien. C'est pour ça qu'on insiste sur un point. Fuyez les promesses de guérison instantanée, il n'y a pas de délai de récupération garanti. Tout dépend de la cause sous-jacente, de votre état général et de la façon dont le corps gère cette irritation nerveuse. Partie 2. Faut-il bouger ou se reposer ? C'est le cœur de notre sujet aujourd'hui.
Voyons ce que nous disent les cliniciens. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la nuance qu'apportent les données récentes. On regarde les conclusions de la revue Cochrane, qui est un peu la référence mondiale pour évaluer les preuves médicales. Leur analyse montre une vraie différence de stratégie. Pour une lombalgie aiguë classique, le simple fait de conseiller de rester actif permet d'observer de petites améliorations sur la douleur et le quotidien, comparé au repos au lit. Mais, et c'est là que ça devient fascinant pour notre sujet, quand on parle d'une vraie sciatique, les données actuelles indiquent qu'il y a peu ou pas de différence significative sur l'intensité de la douleur elle-même, que l'on conseille à la personne de s'allonger ou de s'efforcer de rester active. L'impact direct sur la douleur nerveuse ne semble pas changer du tout avec le mouvement. Du coup, vous vous demandez sûrement, si bouger ne guérit pas magiquement la douleur du nerf, pourquoi est-ce que tous les guides de santé nous encouragent quand même à rester actifs ? La réponse est dans la prévention globale. En fait, le repos au lit prolongé est aujourd'hui activement déconseillé par le système de santé, tout simplement parce qu'il favorise ce qu'on appelle le déconditionnement physique. Rester allongé ou immobile trop longtemps, ça va affecter votre condition générale, faire fondre la musculature de soutien et réduire votre mobilité globale. Le vrai défi, c'est donc d'éviter de se créer de nouveaux problèmes en restant inactif, tout en gérant cette fichue douleur initiale du mieux qu'on peut. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une activité adaptée ? Eh bien, les directives conseillent d'essayer de poursuivre ces activités normales autant que possible, selon ce qu'on arrive à tolérer, et surtout d'éviter de rester figé dans la même position pendant des heures. On parle d'intégrer des mouvements doux, il n'est absolument pas question de forcer, de faire des étirements extrêmes ou de serrer les dents pour repousser les limites de la douleur, c'est tout le contraire. En parallèle, pour rendre les choses un peu plus supportables, utiliser des poches de chaleur sur les zones tendues peut être une bonne option. Ce n'est pas un traitement qui va régler la cause, entendons-nous bien, mais ça peut apporter un léger soulagement temporaire et un peu de réconfort quand la journée est difficile. Partie 3. Imagerie médicale et soins non médicamenteux. Quand faut-il vraiment faire des examens ? Alors, on a souvent ce réflexe, la douleur est tellement intense qu'on veut immédiatement une radiographie ou une IRM pour voir le problème. C'est humain. Mais les directives de l'Institut NICE ou de l'OMS sont très claires. L'imagerie n'est pas du tout un examen de routine en soins primaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faire une image n'est envisagé que si le résultat risque de modifier concrètement le plan de traitement que le médecin avait prévu pour vous. On l'utilise aussi bien sûr si les professionnels suspectent une pathologie sous-jacente grave. Mais dans la majorité des cas de sciatique courante, l'imagerie n'est pas systématique car elle ne change pas forcément la façon dont on va soulager l'inconfort dans les premières semaines. Côté soins non médicaux, qu'est-ce qu'il est vraiment validé ? L'Institut NICE met en avant certaines approches, comme les programmes d'exercice en groupe, qui sont super intéressants parce qu'ils s'adaptent aux limites réelles de chaque participant. La thérapie manuelle, comme certaines manipulations ou massages très spécifiques, est aussi considérée. Mais attention, le point crucial ici, c'est que la thérapie manuelle ne devrait être proposée qu'en association avec de l'exercice. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis, n'oublions pas l'aspect mental. Une douleur qui dure, ça épuise, ça change notre état d'esprit. C'est pour ça qu'un soutien psychologique peut être extrêmement pertinent quand la douleur persiste ou qu'elle crée des barrières psychologiques qui nous empêchent de reprendre une vie normale. C'est toujours très révélateur de regarder ce qui n'est pas recommandé par la science. Quand on a mal, on est souvent tenté par plein de gadgets ou de méthodes qu'on voit sur Internet. Pourtant, l'Institut Nice dresse une liste très explicite des choses à ne pas proposer, tout simplement parce que les preuves d'efficacité ne sont pas au rendez-vous pour la sciatique. Dans cette liste, on trouve les ceintures lombaires, les corsets, ces fameuses chaussures à semelles basculantes ou encore la traction de la colonne. Les directives déconseillent aussi l'acupuncture, les petits appareils d'électrostimulation qu'on appelle les TENS ou les ultrasons. Ce n'est pas pour être rabat-joie, c'est juste que les données actuelles ne soutiennent pas leur utilisation comme traitement standard pour ce type spécifique de douleur. Partie 4. Médicaments et signaux d'alerte. Les quelques règles de sécurité incontournables. Avant d'aller plus loin, petit rappel, tout ce qu'on discute ici est éducatif et ne remplace évidemment pas l'avis de votre médecin. Du côté des médicaments, les recommandations appellent à la plus grande prudence. Si des anti-inflammatoires, les ANS, sont utilisés, ça doit se faire avec précaution, à la dose efficace la plus faible et sur une courte durée. L'Institut NICE est aussi très ferme sur un autre point, on ne recommande pas l'utilisation d'opioïdes ni de gabapentinoïdes pour les sciatiques chroniques, car les bénéfices ne sont pas démontrés par rapport au risque. Et enfin, la règle d'or de la sécurité, si on vous a prescrit un traitement, ne le modifiez pas et ne l'arrêtez jamais brutalement de vous-même. Certains médicaments nécessitent un sevrage progressif supervisé par un pro. On l'a dit, l'évolution est souvent favorable. Mais, et c'est vraiment important d'en parler calmement, il y a des situations très précises qui ne tolèrent aucune attente. Le NHS appelle ça des signaux d'alerte ou red flags. Si l'un de ces signes apparaît, il faut une évaluation urgente à l'hôpital, car ça peut indiquer un problème sérieux, comme le syndrome de la queue de cheval. Ces signes sont une sciatique qui touche soudainement les deux côtés en même temps, une faiblesse ou un engourdissement sévère qui s'aggrave dans vos deux jambes, un engourdissement inhabituel autour des parties génitales ou du bassin,
ou encore une perte récente et inexpliquée du contrôle de votre vessie ou de vos intestins. Ce n'est pas pour faire peur, mais si ça arrive, on ne se pose pas de questions, on consulte immédiatement. Partie 5. Prévention et reprise progressive. Comment préparer la suite? Si on met de côté ces signaux d'alerte rares, la stratégie sur le long terme se concentre vraiment sur la prévention et la qualité de vie. Et ça illustre parfaitement l'approche de l'OMS et du NHS. Leurs conseils sont super pratiques. L'idée numéro 1, c'est de rester globalement actif et de faire de l'exercice pour maintenir la fonction de son corps. Au quotidien, faites attention à comment vous portez des choses. Pliez les genoux, gardez les charges près de vous, plutôt de tirer sur le dos. On recommande aussi d'essayer de maintenir un poids corporel sain, car ça allège mécaniquement la pression sur les disques. Enfin, et c'est un point souvent méconnu, il est conseillé d'arrêter de fumer. Le tabagisme est cliniquement associé à un risque accru de développer ce genre de problèmes lombaires et radiculaires. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, retenons que la gestion de cette douleur demande beaucoup de nuances. On l'a compris, il faut bien distinguer un simple mal de dos d'une douleur de nerfs. Les données, comme celles de la revue Cochrane, nous confirment que s'activer n'est pas une potion magique qui va instantanément effacer la sciatique. Mais toutes les instances de santé s'accordent pour dire que rester figé au lit pendant des jours est une mauvaise idée, à cause du déconditionnement de notre corps. La meilleure voie, c'est ce fameux juste milieu. On maintient un mouvement doux et adapté à ce qu'on peut supporter, on évite les gadgets sans preuve et surtout, on consulte un professionnel de santé pour avoir un suivi adapté à sa propre situation. Et voilà, on arrive à la fin de ce décryptage. En regardant toutes ces données, il y a une question toute simple qu'on peut se poser. Comment est-ce qu'on peut, chacun à notre échelle, adapter nos mouvements au quotidien pour protéger notre dos sans pour autant s'arrêter de vivre? Prenez le temps d'y réfléchir. Si cette analyse vous a été utile pour y voir plus clair dans les recommandations de santé, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner pour soutenir notre travail. Prenez soin de vous.